À l'intérieur du sérapin, on trouve 25 de ces blocs, des boîtes en granit d'une seule pièce, pesant chacune environ 100 tonnes. C'est hallucinant. Absolument hallucinant. Sous les sables d'Égypte se cache un mystère qui laisse les scientifiques sans voix et les historiens perplexes. Cachés dans des tunnels éclairés au flambeau se dressent des dizaines de boîtes de granit si énormes et si parfaites que même les ingénieurs modernes ne peuvent expliquer pleinement comment elles ont été fabriquées. 24 imposantes boîtes en pierre d'une seule pièce, sculptées avec une précision extrême et leurs couvercles gigantesques assortis pesant au total jusqu'à 100 tonnes. La plupart sont si bien finies et polies qu'elles reflètent encore la lumière après des millénaires passés sous la poussière. Certaines tombes étaient vides. D'autres recelaient d'étranges traces organiques inattendues, étiennent des tombes des machines ou quelque chose de tout à fait différent, qu'ont réellement construit les anciens ici. Et pourquoi rejoignez-nous? La tombe sous le sable. Sous les sables brûlants de Saqqara, l'ancienne nécropole égyptienne recèle une découverte que même les archéologues les plus chevronnés auraient du mal à croire. En 1850, un archéologue français du nom d'Auguste Marotte mit au jour un complexe de tunnels oubliés, obscurs, silencieux et scellés par des siècles de sable. À l'intérieur, il découvrit 24 imposants coffres en granit, chacun plus grand qu'une petite voiture et pesant jusqu'à 70 tonnes. Leur surface luisante comme si elles avaient été polies la veille. Leurs angles étaient parfaitement droits et leurs couvercles si finement ajustés qu'aucune lame de rasoir ne pouvait s'y glisser. Que faisaient ces énormes coffres, enfouis sous le désert? Qui les avait fabriqués et comment? Et surtout, que pouvaient-ils bien contenir? Marriott n'avait pas entrepris de résoudre un mystère qui resterait inexpliqué pendant plus d'un siècle. Il recherchait le légendaire Sérapien, un site funéraire censé abriter les restes momifiés des taureaux, apis, animaux vénérés dans la religion égyptienne antique comme symbole vivant du dieu Ptah. Après des semaines de fouilles dans des puits obstrués par le sable et des tunnels effondrés, ces ouvriers percèrent un long couloir souterrain creusé profondément dans le socle calcaire. Lorsque la lumière de la torche de Marriott perça l'obscurité, elle révéla une succession de chambres tapissées de coffres de pierre monumentaux, chacun reposant dans sa propre niche. La lumière vacillante reflétait l'éclat noir du granit d'Aswan, créant l'étrange impression qu'il se trouvait dans un lieu construit pour les dieux et non pour les hommes. L'agencement du Sérapien était unique en son genre dans l'Égypte antique. La galerie principale s'enfonçait à des centaines de mètres dans la roche des passages latéraux si ramifiants comme les artères d'un gigantesque corps souterrain. L'air y était lourd, immobile et frais, imprégné d'une légère odeur de poussière et de minéraux. Les coffres des sarcophages, supposa Marotte, étaient alignés avec une précision mathématique comme s'ils avaient été placés là avec une intention mathématique. Leurs couvercles pesaient à eux seuls jusqu'à 30 tonnes. Pourtant, nombre d'entre eux étaient encore parfaitement positionnés sur leur socle insensible au temps et au tremblement de terre. Pour le monde du 19e siècle, cette découverte était stupéfiante. L'idée que des hommes travaillant avec des outils en bronze il y a des milliers d'années aient pu tailler et déplacer des blocs de pierre plus lourds qu'une locomotive à vapeur paraissait presque inconcevable. Au départ, Marietta crut avoir découvert les caveaux funéraires perdus des taureaux Apis. Les sources historiques semblaient le confirmer. Des textes anciens mentionnaient que chaque taureau Apis, considéré comme une incarnation sacrée de Ptah, était momifié avec cérémonie et inhumé dans le Sériapum selon des rituels élaborés. Les pharaons, à partir de la 18e dynastie, auraient commandé ces tombeaux en signe de dévotion. Ces imposants coffres taillés dans du granit massif auraient constitué des sépultures dignes de ces créatures divines. Et pendant des décennies, cette explication est restée incontestée.
Mais à mesure que les archéologues poursuivaient leur fouille, des failles au sens propre comme au figuré sont apparues dans cette interprétation simpliste. À l'ouverture des boîtes, la plupart étaient vides. On n'a trouvé ni momies de taureaux, ni trésors, ni objets funéraires, ni inscriptions les reliant à une sépulture d'Apis spécifique. Dans certains, les couvercles avaient été courus légèrement déplacés, laissant supposer qu'ils avaient pu être ouverts dans l'Antiquité, mais aucun signe de pillage n'était visible. D'autres étaient parfaitement scellés et ne contenaient pourtant que de l'air. S'il s'agissait véritablement de sarcophages, pourquoi alors si la tapante dans les sépultures, il y avait autour, il disparu. Et si ce n'était pas, quel but pouvait justifier l'effort colossal déployé pour les réaliser? Plus on examinait de près ces géants de granit, plus ils paraissaient étranges. Les ingénieurs modernes qui ont étudié leur construction les décrivent avec une sorte d'admiration mêlée de réticence. Chaque boîte était taillée dans un seul bloc de granit d'Assouan, une pierre si dure qu'elle atteint une dureté d'environ 6 sur l'échelle de Mohs, ce qui signifie qu'elle ne peut être taillée proprement avec de simples outils en cuivre. Les surfaces internes étaient parfaitement carrées, les parois parallèles à quelques fractions de millimètres près. Des analyses laser ont révélé que la planéité intérieure était précise au micron, près à un niveau de précision comparable à l'usinage moderne. Les angles étaient nets, la symétrie parfaite et le polissage si fin que la pierre reflétait la lumière comme un miroir. Même avec les scies à pointe diamant d'aujourd'hui, atteindre une telle perfection à cette échelle serait un défi colossal. Comment des artisans de l'Antiquité, supposément équipés uniquement de ciseaux de marteau et de sable, ont-ils pu y parvenir? Les égyptologues s'appuient sur l'archéologie expérimentale démontrant que des scies en cuivre, recouvertes de sable de quartz, peuvent lentement broyer le granit et que des équipes utilisant des traîneaux en bois des cordes et du sable humide pouvaient transporter des charges considérables à travers le désert. Ces méthodes ont été testées sur des blocs plus petits, prouvant que la patience et l'organisation permettent d'accomplir des choses remarquables. Mais les sceptiques affirment que les boîtes à Sérapis poussent ces explications à leurs limites. Les angles internes étroits, le polissage optique et l'absence de marques d'outils visibles suggèrent des méthodes qui vont au-delà de ce qui a été reproduit expérimentalement. Certains ingénieurs affirment que les surfaces semblent avoir été usinées et non taillées à la main. L'hypothèse d'une technologie disparue a sans surprise suscité un vif débat. À ce jour, les archéologues restent prudents. Ils reconnaissent l'extraordinaire qualité de fabrication de la boîte, mais l'attribuent à un perfectionnement extrême de techniques connues. Peut-être un système oublié de vol abrasif à voile, ou un niveau de précision exigé par le rituel et non par la mécanique. Pourtant, le mystère persiste car ces boîtes sont uniques. Aucun autre site en Égypte ne présente une construction en pierre comparable. Les chambres internes des grandes pyramides témoignent certes d'une grande précision, mais rien n'égale la géométrie parfaite des monolithes de granit du Séraphin. Leur aspect est presque industriel, comme si elles avaient été construites dans un but autre que l'inhumation. Puis, survint une découverte encore plus surprenante, ajoutant une nouvelle dimension à l'énigme. Ces dernières années, lorsque des chercheurs ont rouvert certaines des boîtes les moins perturbées pour des analyses scientifiques, ils ont détecté de faibles résidus à l'intérieur, des traces de matière organique, des couches microscopiques, de ce qui semblait être des composés fermentés et d'étranges abrasions sur les parois intérieures. L'analyse chimique a révélé que ces résidus contiennent des protéines et des acides organiques compatibles avec des tissus animaux ou des matériaux d'embaumement. Pourtant, on n'y a trouvé ni ossements, ni bandelettes, ni aucune indication claire de ce qui avait reposé là. C'était
comme si les boîtes avaient contenu un être vivant ou quelque chose ayant subi un processus totalement différent d'une inhumation ordinaire. La signification de ces découvertes reste incertaine. Certains archéologues interprètent ces résidus comme des vestiges partiels ou symboliques. Offrandes faites lors de rituels hapis, peut-être des libations versées à l'intérieur du sarcophage, lors de cérémonies. D'autres ont avancé que ces bâtisses servaient à une forme de fermentation rituelle ou de préparation alchimique, leur intérieur scellé, permettant la transformation de la matière organique au fil du temps. Des hypothèses plus spéculatives suggèrent qu'elles auraient pu faire partie d'un ancien système technologique ou acoustique, leur précision étant conçue pour manipuler le son ou l'énergie de manière encore inexpliquée. Ces boîtes étaient-elles destinées à contenir des restes physiques? Étaient-elles des instruments de pouvoir rituel, des symboles de perfection divine ou des artefacts d'une science ancienne disparue? Et quelles sont les chances que nous ne le découvrions jamais? Écho des taureaux Apis. Le Serapeum, longtemps considéré comme un simple caveau funéraire pour taureaux sacrés, s'est révélé être un édifice bien plus complexe, réfléchi et sophistiqué qu'on ne l'imaginait. De nouvelles données réanalysées, des scans haute résolution et même des relevés par géoradar ont mis au jour des caractéristiques architecturales qui définissent les idées reçues. Si ces monuments souterrains ont réellement été construits il y a plus de 3 ans, quel niveau de compétence et de motivation a bien pu guider leur création? Pour comprendre le Serapeum, il faut d'abord comprendre le taureau Apiel lui-même. Dans la religion de l'Égypte antique, l'Apis était une incarnation vivante de Pthor, le dieu créateur, et fut plus tard associé à Osiris, seigneur des enfers. Choisi pour ses marques parfaites, généralement un taureau noir orné d'un diamant blanc sur le front. Apis était choyé, vénéré et conservé dans un temple jusqu'à sa mort, après quoi il était momifié avec cérémonie et inhumé avec les honneurs dus à un dieu. Son lieu de sépulture, le Serapeum, devint le centre physique d'un système de croyances qui fusionnait la vie, la mort et le renouveau divin. Le taureau était plus qu'un symbole, il était un pont entre l'humain et l'éternel. Mais si les textes religieux et les inscriptions des temples décrivent la vénération d'Apis, les vestiges matériels contenus dans les sarcophages de granit du Serapeum ne correspondent pas tout à fait à ce récit. L'histoire du Serapeum s'étend sur des siècles. Établi initialement sous le règne du pharaon Amenhotep III durant la 18e dynastie, le temple fut agrandi à plusieurs reprises, atteignant son apogée sous Séti-Ramsès II et les pharaons suivants. Chaque génération de pharaons y ajouta de nouveaux couloirs, des chambres scellées et des inscriptions élaborées, renforçant ainsi le caractère sacré du lieu. Des stèles hiéroglyphiques découvertes près de l'entrée relatent l'inhumation de taureaux accompagnés de cérémonies et d'offrandes. Pourtant, au plus profond des tunnels, les sarcophages demeurent obstinément silencieux, lisses, sans ornementation et dépourvus des sculptures complexes que l'on attendrait de tombes royales ou divines. Cette absence de détails textuels ou iconographiques alimente l'une des plus grandes énigmes de l'égyptologie. Si ces boîtes étaient destinées à abriter des dieux, pourquoi semblent-elles rejeter tous les éléments de l'art égyptien typique? Cette contradiction nous amène à nous intéresser à leur conception même. Le granit utilisé pour le Serapeum provenait d'Assouan, situé à environ 500 mètres au sud de Saqqara. Transporter des blocs aussi massifs sur une telle distance aurait nécessité dans l'Antiquité une planification, une coordination et des ressources à l'échelle nationale. Les égyptologues pensent que la pierre était extraite à l'aide de meules de dolérite, des outils en pierre extrêmement durs, capables de tailler le granit sur de longues périodes. Une fois extraits, les blocs étaient probablement façonnés à l'aide de meules de cuivre recouvertes de sable de quartz qui servaient d'abrasif. Des expériences récentes montrent que ce procédé permet effectivement de découper le granit, mais il est extrêmement lent, exigeant des milliers d'heures de meulage par coupe.
Les ouvriers utilisaient ensuite des traîneaux et des rouleaux de bois lubrifiés à l'eau ou au lait pour traîner des caisses à travers le désert, probablement le long de chemins aménagés ou de rampes temporaires descendant dans les tunnels du Serapeum. Mais lorsqu'on examine de près ces caisses, la difficulté est encore plus grande. Chacune pèse entre 60 et 70 tonnes, et leur intérieur présente une planéité et une symétrie d'une précision comparable à celle des machines-outils modernes. Comment l'abrasion manuelle et de simples scies en cuivre ont-elles pu produire de tels résultats? Les archéologues expérimentaux ont réalisé des prouesses remarquables avec des outils rudimentaires recréant de petits récipients en pierre et alignant même des blocs avec une précision millimétrique. Mais les boîtes sérapiennes dépassent la simple reproduction. Les angles internes forment des angles droits parfaits. Les parois sont parallèles au micron près et le polissage reflète la lumière comme du verre. Les ingénieurs analysant les scans laser des surfaces admettent qu'il leur est difficile de reproduire une telle précision à la même échelle sans outils électriques ni machines à commande numérique. Se pourrait-il que les artisans de l'Antiquité possédaient des techniques aujourd'hui disparues? Ou bien sous-estimons la discipline et le talent artistique des anciens tailleurs de pierre. Une hypothèse répandue suggère que les Égyptiens utilisaient une méthode proche du rodage, frottant deux surfaces de granit l'une contre l'autre avec une pâte abrasive jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement planes. Une autre théorie suggère que l'artisan aurait utilisé le son ou les vibrations pour faciliter la taille et le polissage de la pierre, une idée inspirée par des textes anciens décrivant des prêtres chantant aux pierres lors de la construction des temples. Bien que cette hypothèse demeure spéculative, elle témoigne de la curiosité croissante quant à la possibilité que les Égyptiens aient exploité des forces naturelles acoustiques, mécaniques, voire chimiques, d'une manière qui nous échappe aujourd'hui. Cependant, l'égyptologie officielle reste prudente, insistant sur le fait que l'ingéniosité et le dévouement humain, et non des machines oubliées, constituent la véritable explication. Chaque bloc, affirme-t-il, témoigne d'une civilisation prête à déployer des efforts inimaginables pour exprimer sa foi dans une forme physique. Ceci nous amène à la dimension symbolique de ces boîtes de granit. Dans la cosmologie égyptienne antique, le cube ou le parallélépipède était une forme puissante. Il représentait la stabilité, l'éternité et l'ordre immuable de l'univers connu sous le nom de Ma, temple, sanctuaire, et même les sanctuaires intérieurs des dieux étaient construits selon des principes géométriques reflétant cet ordre éternel. Les boîtes du Serapeum pourraient avoir été des représentations littérales de structures de confinement divin destinées à préserver l'essence vitale ou Ka du taureau Apès, même après la décomposition de sa forme physique. Pour les anciens Égyptiens, la perfection de la pierre était un acte spirituel. En façonnant un objet à la géométrie irréprochable, il reflétait la perfection de la création elle-même. Mais que se passerait-il si cette perfection n'était pas seulement symbolique? Et si la précision de ces boîtes était fonctionnelle, conçue pour servir un but autre que l'esthétique ou la foi? Certains chercheurs suggèrent que leur intérieur scellé créait des effets acoustiques qui amplifiaient le son lors de cérémonies rituelles. D'autres pensent qu'elles étaient destinées à conserver des matières organiques dans un environnement contrôlé, leur couvercle hermétique faisant office de chambre de pression primitive. Les Égyptiens auraient-ils pu comprendre les principes de résonance, de vibration et de confinement à un niveau que nous commençons seulement à redécouvrir? Des expériences sonores menées à l'intérieur du Serapeum révèlent que les boîtes de granit résonnent profondément lorsqu'on les frappe, produisant des fréquences perceptibles dans la poitrine. On ignore si ce phénomène était intentionnel ou simplement un effet secondaire de sa conception, mais la coïncidence est difficile à ignorer. Ce qui est certain, c'est que le Serapeum échappe à toute classification simpliste. C'était à la fois un temple et un tombeau, une œuvre de dévotion et un chef-d'œuvre d'ingénierie.
Son existence remet en question nos idées reçues sur les technologies antiques, en nous rappelant combien la précision, la persévérance et la foi peuvent mener à de grandes choses. Les recherches modernes. Ces dernières années, une vague de recherches du 21e siècle a rouvert les tunnels silencieux du Sérapin et bouleversé presque toutes les hypothèses concernant leur construction. Les découvertes sont tout simplement stupéfiantes. L'imagerie de pointe a révélé des motifs d'outils microscopiques invisibles à l'œil nu, des résidus chimiques suggérant des mélanges d'embaumements complexes et de subtiles réponses électromagnétiques à l'intérieur même de la pierre. Se pourrait-il que ces boîtes aient été des instruments conçus à des fins que nous peinons encore à comprendre? Commençons par les dernières analyses menées dans les années 1920. À l'aide de spectromètres portables et de techniques de micro-échantillonnage, les chercheurs ont détecté des traces de matières organiques incrustées profondément dans la surface interne de certaines boîtes. Ces composés correspondent à des huiles et des résines utilisées lors d'anciens rituels d'embaumement. Il s'agit d'une preuve cruciale qui conforte la croyance traditionnelle selon laquelle ces boîtes étaient liées à des sépultures rituelles. Cependant, l'absence de restes momifiés complets complique cette conclusion. Outre les résidus organiques des échantillons prélevés à la surface du granit ont révélé la présence de faibles quantités de quartz naturellement présents dans le granit d'Aswan, mais agencés de telle sorte qu'ils pourraient générer de faibles effets piezoélectriques sous l'effet d'une pression ou d'une vibration. En d'autres termes, lorsqu'on frappe la pierre ou qu'elle entre en résonance, elle produit une faible charge électrique. La numérisation 3D a ajouté une nouvelle dimension fascinante, en cartographiant les boîtes avec une précision submillimétrique. Les ingénieurs ont découvert des motifs de symétrie et de proportion d'une perfection presque trop grande pour des outils manuels. Les angles sont alignés au millième de pouce près. Les compartiments internes conservent leur parallélisme, même là où les imperfections de la pierre naturelle auraient dû provoquer des déformations, et les couvercles sont si parfaitement ajustés que l'air ne peut circuler librement entre eux. Une fois les numérisations converties en rendu numérique, les modèles ont révélé une cohérence mathématique des angles et des rapports se répétant d'une boîte à l'autre, comme si les constructeurs avaient suivi une formule standardisée. Les tests acoustiques ont également fourni des données remarquables. Des scientifiques en collaboration avec le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités ont réalisé une cartographie de résonance à l'intérieur des tunnels du Sérapien à l'aide d'impulsions sonores contrôlées. Les résultats montrent que certaines chambres amplifient des fréquences spécifiques dans les basses fréquences, autour de 40 à 60 Hz vibrations qui résonnent physiquement dans le corps humain. Certains chercheurs pensent que ces propriétés non acoustiques, ce qu'ils auraient pu amplifier dans les cérémonies religieuses, créant un véritable bourdonnement divin lorsque les prêtres chantaient ou jouaient du tambour. De plus, un balayage laser effectué en 2023 a révélé une anomalie particulièrement intrigante. Les surfaces internes de plusieurs boîtes présentent des dépressions symétriques si subtiles qu'elles ne sont visibles que par imagerie numérique, suggérant la possibilité d'un traitement de relaxation des contraintes internes ou d'un façonnage contrôlé caractéristique typique de l'usinage moderne visant à prévenir les fissures sous le poids. Réaliser un tel procédé à la main exigerait non seulement un savoir-faire exceptionnel, mais aussi une compréhension intuitive du comportement du granit sous compression. Même par tâtonnement, le taux de réussite que laissent entrevoir les boîtes conservées est stupéfiant. Malgré ces observations remarquables, l'archéologie conventionnelle maintient sa conclusion. Les boîtes sont indubitablement d'origine humaine sculptées à l'aide d'outils et de méthodes disponibles durant le Nouvel Empire et les dynasties ultérieures. Pourtant, une question persiste. Pourquoi une telle précision? Pourquoi des artisans de l'Antiquité auraient-ils déployé tant d'efforts pour perfectionner des surfaces qui ne seraient jamais exposées dans des chambres scellées à jamais? C'est là que la science rencontre le mystère.
Certains anthropologues suggèrent que ce niveau de savoir-faire reflète ce qu'ils appellent le perfectionnisme rituel. La croyance que la création de formes parfaites instaurait l'ordre dans le cosmos. En intégrant la perfection à leur tombeau, les Égyptiens participaient en quelque sorte à l'acte de création lui-même. D'autres avancent une explication plus pragmatique des intérieurs de lys, facilitant la manipulation de lourds couvercles et le contrôle de la température et de l'humidité pour la conservation. D'autres encore pensent que les bâtisseurs ont atteint cette précision non par nécessité, mais par respect, car la perfection elle-même était l'offrande. Enfin, une dernière hypothèse plus spéculative gagne discrètement du terrain parmi les chercheurs interdisciplinaires. Certains physiciens et spécialistes et chercheurs des matériaux ont suggéré que les Égyptiens pourraient essayer de promettre les pièces premières observateurs empiriques de ce que nous appelons aujourd'hui la résonance harmonique. La façon dont les structures solides vibrent naturellement à des fréquences spécifiques. L'uniformité des boîtes, leur densité et leur emplacement dans les chambres souterraines ont peut-être été conçus pour interagir avec le son et les vibrations probablement afin de renforcer l'atmosphère spirituelle lors des rituels. Aujourd'hui, ces monolithes de granit ne témoignent pas de machines oubliées, mais d'états d'esprit disparus, une vision du monde où science, art et foi ne faisaient qu'un. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Cliquez sur cette vidéo suivante pour découvrir du contenu encore plus passionnant.